que j'ai envoyé. Ça, c'en est un des deux sketchs que j'ai envoyé. Ça, que t'avais fait pour Basic à gaz? Oui. Mais tu sais, ça marche pas toujours. Mm-hmm. Mais... Ben, c'est ça que Kevin avait parlé à un moment donné dans son entrevue. Il disait qu'il était en résidence dans une école au Saguenay, puis qu'il avait reçu le premier sketch de la couverture du livre pendant qu'il était là-bas. Ben, on est déjà pas mal dans le sujet quasiment de tout ce que je veux qu'on aborde pour la vidéo. Fait que, écoute, moi je dirais qu'on commencerait Comme ça. tu veux, je suis prêt. François Molo, on discute aujourd'hui sur la chaîne YouTube des Ailés. Merci de prendre le temps d'être là avec moi. Je suis super content. Ben, on va parler de ton métier d'illustrateur, de ton métier de graphiste, de tes talents d'auteur aussi. On va parler de tout ça. J'aimerais ça qu'on commence par les bases des bases. Donc, en premier, ton parcours, en fait, comment t'es devenu à faire de l'illustration? C'est quoi tes motivations? Comment t'en es venu à développer ta carrière dans ce milieu-là? Au tout départ, comme à peu près tous les illustrateurs, on commence à l'enfance. Tu sais, on dessine depuis toujours, puis à un moment donné, ben, on se rend compte que c'est notre talent ou c'est c'est quelque chose qui nous habite. Moi, dans mon cas, étrangement, j'ai dessiné toute ma jeunesse, mais je l'ai mis de côté à un moment donné. À l'âge adulte, j'ai pris des décisions. Je suis allé apprendre l'architecture. Okay. Je suis devenu technicien en architecture. Finalement, j'ai bifurqué vers le graphisme. Puis là, j'ai carrément oublié tout ce qui était mes aspirations quant au dessin. C'est devenu un hobby, un hobby très très partiel. Pendant des années, je dessinais plus. Puis ben, il est arrivé un accident de parcours qui a été mon fils qui avait besoin de suivi à l'école pour apprendre à écrire et tout. On a fait un livre ensemble qui a été édité. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu à faire plus de livres. Plus de couvertures pour d'autres. Il y a des auteurs qui sont venus me voir, dont Makina, que j'ai rencontré grâce à ça. Puis après ça, ben, tranquillement, ben, c'est devenu une passion. Parce que le livre jeunesse, ça par exemple, je l'ai eu toute ma vie. Je trouve que le jeunesse et la science-fiction, les deux sujets, étaient des lectures qui étaient chères pour moi. Puis je trouve que la littérature jeunesse est encore plus riche que beaucoup de romans adultes. On ne traite pas tout le temps des mêmes sujets. D'ailleurs, la littérature jeunesse, quand on parle des romans, les sujets sont vraiment ouverts. Là. Il y a vraiment une tonne de sujets, fait que ça permettait de lire plein de choses. Fait que quand moi, je suis arrivé dans le milieu du livre, ben là, quand on m'a offert de faire des illustrations pour des romans, que ce soit pour Makina ou autre, ben je suis allé all the way. Je suis rentré dans le milieu avec un gros aplomb, mais surtout beaucoup de rêves. Là, puis j'avais vraiment le goût d'essayer de pousser ça, de pousser mon talent, ou en tout cas mes capacités d'illustrateur au maximum. C'est un peu comme si, quand tu étais petit, en fait, tu n'avais pas envisagé, ou du moins plus jeune, quand tu avais eu le temps de penser à ta carrière, tu n'as pas envisagé le métier d'illustrateur comme un métier sérieux. Puis, tu sais, je veux dire, mine de rien, une technique en architecture, il y a un peu de dessin là-dedans aussi, du dessin de bâtiment. Après ça, vers le graphiste aussi, comme un petit chemin vers un côté plus artistique, mais en même temps qui n'est pas tout à fait d'illustration. Mais c'est comme si, tranquillement, tu sais, tu as comme voulu y retourner inconsciemment en prenant des métiers plus sérieux avant de choisir de vraiment t'impliquer. Je montais des magazines à un moment donné, comme graphiste, là, je montais plein de magazines pour plein d'autres, puis des livres pour des gens, parce que tu sais, monter des livres, c'est placer les mots puis les images. T'as pas besoin d'illustrer. Mais tu sais, tu vois les illustrations qui viennent d'un illustrateur, tu te dis, maudit, j'aimerais ça à un moment donné, puis j'avais le rêve inavoué d'un jour publier des illustrations que j'avais faites. C'est vraiment l'accident de parcours qui a fait en sorte que j'ai envoyé un livre, puis qui a fait que là, je suis arrivé dans le milieu du livre, qui a tout changé la donne. Ça m'a permis de me dire que finalement, le côté artistique des métiers que j'ai faits avant m'ont permis de me rendre jusqu'à ce que je suis là. Aujourd'hui, mes connaissances du milieu, soit du graphisme, me servent tout le temps quand je vais faire une couverture de livre, par exemple. C'est peut-être pour ça que j'arrive à faire certaines
couverture de livre Ouais. d'ailleurs. Puis, tu dis, dans le fond, c'est Makina qui est venu te chercher pour. En fait, la première collaboration que tu as faite avec nous pour la série, c'est Les Vies de Lilo, qui était la première collaboration que tu as faite avec les ailés. C'est Makina qui est allé te chercher, comme tu dis. Vous êtes rencontrés comment, dans le fond? Comment qu'elle t'a trouvé à scroller sur Instagram, qu'elle a vu tes dessins? Non, en fait, mon garçon avec qui j'ai écrit, on faisait des salons à un moment donné. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voudrait comme bande dessinée. Makina faisait une bande dessinée avec son frère à l'époque. On est allé l'acheter. On est allé le faire signer par Makina, par Freg. On a eu un coup de foudre. Un vrai coup de foudre. On a eu un coup de foudre à ce moment-là, autant artistique que personnel finalement. Mais on a eu le coup de foudre, puis elle m'a proposé d'essayer de faire une bande dessinée au début. Okay. Le projet, on a commencé à travailler un projet de bande dessinée. Il y a un projet de bande dessinée, il y a beaucoup d'amont, puis après ça, on tombe dans la bande dessinée, puis là, on peut avancer. Tandis qu'un roman, souvent, le roman, il arrive, et là, on peut le dessiner. Fait que dans le cas des Vies de Lilo, les romans étaient déjà commencés, elle avait déjà fait son premier pitch de roman. Fait que même si on travaillait sur un projet de bande dessinée, le projet des Vies de Lilo a pris le pont tout de suite. Puis notre collaboration a commencé vraiment avec ça. Parce qu'à la base, quand Makina a proposé son manuscrit, elle n'avait pas nécessairement d'idée en tête par rapport à des illustrations. Là, elle a proposé un roman, puis après ça est venue l'idée d'ajouter des illustrations à l'intérieur du roman. Dans le fond, le produit comme fini, on a la couverture du livre qui évidemment est illustrée. À l'intérieur, il y a des bandes dessinées qui ont été ajoutées, mais à la base, le texte, quand il a été soumis, c'était juste le texte. Juste ça, puis au départ, le mandat était assez restreint. C'était faire 6 illustrations à l'intérieur, plus la couverture. Puis on parlait vraiment d'illustrations en noir et blanc, pas trop compliqué. Puis, on venait de la bande dessinée, on travaillait sur de la bande dessinée, puis j'avais l'intention, quand tu es un illustrateur, c'est pas vrai qu'on n'est pas des auteurs non plus. On est des auteurs d'illustrations, mais on a plein d'histoires. Quand je lisais son roman, j'avais pas le goût de juste donner une illustration qui illustrait son texte. Ça donnait rien de plus à son texte qu'une image qu'un enfant est capable de se faire dans sa tête. Fait, quand on a eu quand j'ai eu le premier rush à faire, j'ai fait des bandes dessinées qui racontaient pas nécessairement ce qu'il y avait dans le roman, mais qui continuait le roman. Makina a trouvé que l'idée était bonne. L'éditrice chez Ozelli a trouvé ça super intéressant. Fait on est allé vers ça. Ça a fait en sorte que Lilo, c'est un genre de roman illustré, entre guillemets, un peu style avec la BD. On essaie toujours d'avoir plusieurs à l'intérieur, plusieurs histoires qu'on raconte supplémentaires au niveau de la bande dessinée. Le roman illustré, c'est quand même une niche, si je peux dire, entre guillemets. C'est moins facile, mettons, qu'au niveau de l'album où on sait que l'illustration est vraiment très importante avec le texte. Ouais. Techniquement, dans un texte, surtout pour, mettons, un roman qui est 9 ans et plus, 9-12 ans, normalement, le texte est comme suffisant pour que l'histoire soit comprise puis appréciée par le lecteur. Donc, absolument. Quand on vient à l'idée d'ajouter des illustrations, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit pas juste du visuel, mais bien quelque chose qui va amener un peu plus loin, qui va bonifier l'histoire et les personnages. Ça coûte plus cher d'imprimer des livres avec des illustrations à l'intérieur, même si les illustrations sont en noir et blanc. Donc, il faut vraiment que ça vienne apporter quelque chose au livre. Puis visiblement, avec les illustrations de Lilo, on a des blagues qui sont rajoutées. C'est un roman qui est quand même très humoristique. Le concept est humoristique. Là, les illustrations viennent ajouter une dose de comique qui passe aussi bien via le texte, mais qui vient vraiment ajouter quelque chose de coloré à l'histoire. Ben, c'est exactement le but. C'était vraiment de prendre l'humour puis de pousser encore un peu d'une autre façon, parce que, tu sais, on a des lecteurs, les lecteurs de 9 ans et plus, c'est des lecteurs intelligents qui regardent déjà beaucoup d'émissions à la télé avec des personnages drôles et tout ça. Donc, comprendre l'humour, puis si on leur donne pas cet humour-là, peut-être, surtout dans le cas d'un roman humoristique, ben, ils vont trouver le roman peut-être moins intéressant. L'image est importante, elle vient supporter souvent le texte, mais si on leur donne quelque chose de plus, ils vont passer plus longtemps dans le roman, ils vont l'apprécier plus, ils vont le chérir plus. Faire des romans jeunesse, c'est pas seulement
juste porter, écrire une histoire facile, c'est aussi porter des sujets, les faire réfléchir. Puis je pense qu'avec le mix d'humour et dessin BD, on était vraiment sur la coche. Oui, puis dans le fond, de façon plus traditionnelle dans l'illustration des romans, en général, l'illustrateur n'a pas accès au texte. Donc, tout est quand même très privilégié dans le cas, mettons, de la série David Lillo, vu que, bon, aujourd'hui marié avec, avec l'auteur de la série, mais d'ailleurs, on parlait de coup de foudre tantôt. Donc, tu as un accès privilégié au texte d'avance. Est-ce que, pour toi, ça vient changer la façon dont tu vas travailler, ton travail sur les vies de Lillo, contrairement à d'autres? Absolument, parce que là, j'ai accès à l'auteur, mais à temps plein. Je peux même influencer l'histoire. Ça m'est arrivé de le faire. Dans les romans, il y a un personnage qui s'appelle Stitch, qui est un chat jaune, un chat orangé. C'est de ma faute s'il revient. Parce que j'adorais dessiner Stitch. Même mes blagues que j'écris la blague, tout ça, un peu, je la fais lire à l'autrice qui me dit « Ok, t'es dans le ton » ou « Non, ça marche pas avec ce que... » Tu sais, ça me permet beaucoup de ça. Des fois, je les lis pas au complet, je l'avoue. Je les lis pas au complet parce que ils sont en production. Fait que moi j'ai accès à un texte là, de telle section, l'image va arriver là. Fait que je lis le texte 2-3 fois avec elle pour essayer de comprendre. Fait que oui, ça m'aide beaucoup. Dans le cas où parce que depuis Les Vies de Lillo, tu collabores avec nous pour plusieurs projets, pour différentes couvertures, différentes séries, de différents groupes d'âge, de différents auteurs, donc vraiment dans tous les styles. Est-ce que, dans le fond, quand nous, on te propose un projet, qu'on te donne une idée dont tu n'as pas accès au texte à ce moment-là, parce qu'il est en travail, généralement en travail éditorial, absolument, qu'est-ce qu'on te donne comme information pour te dire, OK, ben là, on veut une couverture ou on veut quelques illustrations à l'intérieur? C'est quoi les informations auxquelles tu as accès quand tu n'as pas l'auteur dans ton salon, mettons? Mais il y a souvent une discussion avec l'éditeur ou l'éditrice. Je m'assois avec l'éditrice qui me raconte un peu sa vision à elle. Elle joue le rôle d'entremetteur ou d'entremettrice de l'auteur parce qu'ils ont eux-mêmes fait ce travail-là déjà. Elle vient me parler du livre, sa vision à elle, puis le fait qu'elle a filtré les informations parce qu'elle a sa vision, elle, de ce qu'elle veut faire par rapport à la maison d'édition. Quand elle vient me voir, ben, il y a une grosse partie qui est déjà faite au niveau de la filtration des informations. Moi, je pose beaucoup de questions. Je veux savoir c'est pour qui, comment, pourquoi, quel type de couverture. Genre, tu dis, j'ai plusieurs collections que je me suis occupé. Il y en a qu'il faut que ça soit hyper réaliste, il y en a qu'il faut que ça soit un peu plus graphique. D'autres, c'est totalement de l'illustration à la main, cartoon. Donc, ça, c'est important de trouver le bon style qui va aller avec la bonne partie, la bonne série de livres. Une fois que ça, c'est déterminé, dans le cas des Garnottes, par exemple, qui étaient hyper réalistes, je sais que chacune des couvertures va avoir à peu près le même style au niveau du crayon. Moi, je vais dessiner de la même façon un peu, mais c'est vraiment le sujet puis l'entretien que je vais avoir avec l'éditeur qui va me dire qu'est-ce qu'on doit voir, c'est quoi le sentiment dans le roman, parce qu'elle l'a lu. Moi, ce que je fais pas. Il me manque des petites brides parce qu'elle ne peut pas tout me dire ce que moi je dois envisager. Puis l'étape du sketch aussi est super importante. Fait que, à peu près, la première rencontre avec l'éditrice, l'éditeur, c'est vraiment là où ça se détermine vraiment. Des fois, ça prend 20 minutes, puis là, je fais comme, OK, j'ai une idée. OK. Fait que, on coupe la conversation là, il me laisse partir avec mon idée, je sketch quelque chose, je reviens avec mon idée. OK, le sketch, puis c'est jamais des sketchs super clairs, là. Des fois, c'est gribouillé, puis j'ai beaucoup de confiance dans mes éditrices, dans ce cas-ci. Fait que, ils me disent, OK, je vois où tu t'en vas, go. Puis après ça, ben là, j'arrive avec quelque chose d'un peu plus fini. Ce qui est particulier, c'est drôle parce que malgré qu'il y ait un filtre avec l'éditeur, c'est d'entendre l'auteur venir te voir après ça et te dire c'est exactement ce que j'avais pensé. C'est même, tu as pensé à des détails, mais vraiment la discussion avec l'éditeur fait la différence parce que l'éditeur est allé chercher tous les détails, il est allé creuser.
Puis moi, ben souvent, je retire ces informations-là de l'éditrice. Le fait de ne pas te faire lire un texte au complet, ça permet justement de filtrer l'information d'avance puis de mettre des éléments clés de qu'est-ce qu'il faut qu'il ressorte dans la couverture. Oui, absolument. Parce qu'on sait, il ne faut pas juger un livre par sa couverture, mais en même temps, la couverture du livre, est-ce qu'il va attirer le premier regard, qui va donner le goût d'aller feuilleter, lire la 4e de couverture, découvrir l'œuvre plus en profondeur. Ouais. Donc, même si on choisit de faire quelque chose d'un peu plus abstrait, de ne pas nécessairement illustrer une scène du roman et tout ça, faut qu'il y ait un truc qui se passe. Et l'éditeur sert un peu justement à cibler ce moment-là d'un point de vue aussi marketing. Puis c'est tout à l'honneur de l'auteur d'avoir écrit son texte, mais des fois ils ont un petit côté biaisé aussi de qu'est-ce qu'eux aimeraient vouloir que la couverture transparaisse versus qu'est-ce qui, d'un point de vue marketing, il faut que la couverture traduise comme image. Oui, ils ont tendance, puis c'est normal. Ils l'ont vécu pendant plusieurs mois, ce livre-là. Ils connaissent tous les détails mieux que personne. Mais des fois, il y a beaucoup de détails que mettre sur une couverture ne fait qu'alourdir le sujet. Donc, l'éditeur fait vraiment le dégraissage, enlève le surplus. Puis moi, ma job, c'est de rendre ça le plus vivant, le plus accessible aussi aux lecteurs. Marketing aussi, c'est que ça soit attirant. Fait, s'il n'y avait pas ce décalage-là, mais je l'ai déjà fait directement avec l'auteur, c'est toujours plus difficile parce que l'auteur, il est imprégné, il veut des détails, puis il aimerait résumer souvent le livre entier sur la couverture, ce qui n'est pas toujours une bonne idée, parce qu'il ne faut pas dévoiler. Pas brûler le punch. C'est ça. Puis il y a des détails qui sont vraiment des fois anodins, qui sont importants, et d'autres qu'on met de l'avant, mais qui ne sont pas. Donc, l'éditeur tranche vraiment là-dedans. Ça me permet, moi, de faire un travail beaucoup plus attirant. Il y a aussi un aspect important du métier d'artiste. Puis, nous, on te fait travailler beaucoup des différents styles. On t'amène vraiment ailleurs. Il y a une certaine connotation, je trouve, au niveau des artistes visuels où on dit souvent aux artistes qui commencent, c'est comme il faut que tu trouves ton style pour qu'on puisse reconnaître ton style dans chaque chose que tu fais. Peut-être en illustration, c'est moins, justement, mis de l'avant parce que c'est important d'être versatile aussi comme illustrateur puis de répondre aux demandes des auteurs et des éditeurs. Puis on te fait vraiment aller dans des directions très, très espacées. On parlait d'hyper-réalisme tantôt avec la collection Garnoff. Donc, tu sais, si on compare ne serait-ce que la couverture de Lilo puis la couverture de Camp de bataille, on est vraiment dans deux univers complètement différents. Totalement. Tu avais exploré un peu l'univers de l'hyper-réalisme ou du réalisme avant de toi-même? Oui, bien, en fait, pendant de longues années, j'ai fait des portraits. Oh! J'ai fait du portrait. Okay. Parce qu'il y a un moment dans ma carrière de graphiste où j'ai fait du portrait pour des boîtes qui utilisaient ces portraits-là pour plein de raisons, soit des entreprises ou autres. Donc, je faisais déjà ça, puis j'avais développé un style puis une façon de le faire qui était efficace, disons-le. Puis j'avais beaucoup de fun là-dessus. Donc, quand on m'a proposé de faire ça, c'est moi qui est arrivé avec l'idée de faire un peu plus d'hyper-réalisme. En fait, on m'a demandé le premier était Bob Gary. Oui, la pièce du Bob Gary. On a essayé quelque chose, j'ai senti que ça allait bien avec l'histoire. Puis quand ça a été accepté par notre éditrice, ben là, tout de suite, après ça, le reste s'est enchaîné. Ça m'a permis de faire plein de styles que je connaissais beaucoup, que j'appréciais. Mais le fait d'être versatile, j'ai toujours dit, avant de faire le métier d'illustrateur, que j'avais pas de style. Souvent, je me suis buté moi-même au fait que je connaissais pas mon style, puis j'ai exploré beaucoup d'un genre à l'autre, puis c'est ce qui me permet de faire des couvertures totalement différentes. Mais je dois admettre qu'au niveau de la bande dessinée, du cas, j'ai une attirance, j'ai un style que je développe beaucoup plus, mais au niveau vraiment, quand je fais de l'illustration, j'aime ça varier un peu. Il y a quelque chose de le fun de réussir dans un style que tu fais pas tous les jours.
Dans ta vie personnelle, dans ta vie personnelle, on reste professionnel, mais comment tu vois ça maintenant que tu fais de l'art ton métier? Est-ce que pendant plusieurs années, tu te dis que ça a été vraiment un hobby, tu étais plus pour toi? Est-ce que tu trouves une façon de garder ça comme un passe-temps que tu apprécies et que tu aimes, même si c'est ton métier? Il y a beaucoup d'illustrateurs ou de BDistes là, qui, avec le temps, ça devient vraiment un métier. Puis la minute qu'ils peuvent mettre leur crayon de côté, ils le font. J'en connais plusieurs d'ailleurs, qui sont comme ça. Dans mon cas, c'est vraiment pas le cas. Peut-être le fait que j'ai arrêté pendant longtemps, ou peut-être j'ai vraiment un cœur d'enfant. Fait que, ça m'arrive souvent de m'asseoir d'un côté. Puis tu sais, je travaille beaucoup. Je l'avoue. J'ai des heures assez atypiques. Je commence le matin très tôt, je finis très tard. Mais entre-temps, je me fais des pauses à dessiner. C'est un peu bizarre quand tu dessines déjà, mais des fois, je vais dessiner juste en pause. OK. Oh. Fait que juste pour le fun. Fait que je développe des projets comme ça. J'essaie de la bande dessinée comme ça. OK. On a mentionné tantôt que justement le travail d'illustrateur est un petit peu plus solitaire. T'as pas vraiment de lien, sauf dans le cas de quand tu travailles avec Makina, avec l'auteur qui fait le texte. Ouais. Quand tu es rendu à l'étape d'aller dans les salons du livre et parfois tu côtoies les auteurs avec qui tu as collaboré sans collaborer, tu as illustré leur couverture de livre. Souvent, c'est la première fois que tu rencontres la personne souvent, à ce moment-là. Oui. Est-ce qu'il y a des moments qui te marquent plus dans les gens que tu as rencontrés parmi ces auteurs-là? Oui, il y en a, tu sais, hey, c'est toi qui as illustré ma couverture de livre, puis je fais comme ah, bonjour! Tu sais, parce que moi, le pire, là, c'est des fois, je vois l'illustration, elle part, je vois passer le produit final vite, mais des fois, même pas le nom de l'auteur. J'ai des fois aucune idée qui a écrit le texte. Donc, c'est souvent des surprises à chaque fois. Puis j'adore ça. Il y en a d'autres que c'est des réguliers puis qui reviennent souvent, surtout quand c'est une collection en particulier. Ça se tient souvent sur le même auteur. Donc là, c'est le fun. Tu sais que tu le fais tout le temps la même personne. Mais c'est toujours une surprise à chaque fois. Moi, je me souviendrai souvent, je me souviens pas du nom de l'auteur des perdants. C'est, oui, Marc Couture. Marc Couture, donc, que j'ai rencontré pour la première fois à un salon, puis il me dit « Hey, c'est toi qui as illustré ma couverture », puis j'ai fait « Bonjour! » Et puis, tu sais, puis il était super content, puis on a eu une belle conversation, c'était super agréable. Mais j'avais pas le lien avec lui, fait que c'était une découverte. Fait que... Ben, c'est quand même drôle aussi que tu mentionnes, parce que Marc Couture, en fait, son premier roman avec nous, Les Perdants, roman humoristique autour du football. Puis on a une nouveauté avec Marc qui s'en vient au printemps, qu'on dévoilera pas tout de suite, mais qui est qui est dans la collection Garnotte. Donc là, tu illustres deux. J'ai probablement illustré une couverture une nouvelle couverture pour Marc Couture, que probablement que ça t'était sorti de la tête que c'était Marc. Mais tu sais, c'est pour le même auteur, mais c'est deux styles complètement différents. Parce que comme les illustrateurs ont parfois plusieurs styles, plusieurs façons d'illustrer, les auteurs, des fois, écrivent pas toujours dans les mêmes styles non plus. Absolument. Tu recroises un peu les mêmes gens dans différents projets après. Oui, on a nos préférés dans les maisons d'édition, on a nos préférés, tout ça. Fait que oui, les auteurs reviennent. J'en connais une, peut-être une préférée. Puis ça va être drôle parce que moi, je suis quasiment 6 mois et plus en amont de la sortie du livre. Donc, j'arrive, moi, la couverture, je l'ai vue passer avant l'auteur, avant la sortie du livre. Fait que quand le livre va sortir, pour moi, c'est une nouveauté aussi. Mais j'ai déjà vu la couverture et j'ai pas lu le roman. Donc, je vais recevoir par la poste où on va me remettre la première couverture, le premier roman, puis là, je vais lire l'histoire pour la première fois. Ouais. Puis on parle un peu du travail dans tout l'amont avant d'avoir le produit fini. Je vais prendre en exemple BC Cagaz. Tu as mentionné aussi le Bogarou tantôt. Je pense que tu as apporté des petits sketchs avec toi. Mais dans une entrevue avec Kevin Girard, que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube, Kevin nous parle du travail de l'illustration de couverture, puis disait qu'au début, dans le fond, avec BC Cagaz, il y avait eu un petit
je dirais pas une erreur parce que on fait des tests puis on trouve des trucs, mais oui. sur le premier sketch, c'était moins réaliste pour quelqu'un qui fait de la motocross à cause de l'angle qui était pris pour la côte de sable. Exactement. Ouais. Donc, plus typiquement, je ne fais pas de course de motocross, toi Moi non plus. Kevin a fait beaucoup de recherches parce que lui non plus, il ne fait pas de course de motocross. Mais dans le fond, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en motocross, il y a des petites buttes, mais c'est pas des grosses pistes comme la hauteur d'une piste de ski, mettons. Effectivement. Dans le premier sketch que tu avais proposé, il y avait le motocross qui était justement l'élément principal, mais la butte était vraiment grosse. Oui, puis dans ce cas-ci, la plupart des livres de la collection de Garneau, on essaie de mettre le personnage le plus de dos possible, pas être capable d'identifier, parce que en plus, j'ai pas les détails de la personne, donc j'essaie tout le temps de me mettre derrière. Fait de mettre une butte devant, c'était logique. Le personnage s'en va vers la butte, mais dans ce cas-ci, comme Kevin l'a dit, la butte devient trop grosse, le sujet était hard. Tu sais, ça, c'est un sketch que j'ai fait une après-midi rapidement, tout ça, puis que j'envoie à l'éditrice qui regarde le sketch, puis va en parler avec l'auteur. Et c'est là, tu sais, non, ça fonctionne pas, là, ça fonctionne. Dans ce cas-ci, clairement, le final ne reflète pas le sketch, donc il a fallu que je reparte. Est-ce qu'on est frustré? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. On n'est pas frustré. Je suis jamais frustré d'une correction. En fait, ça m'a permis d'essayer autre chose. Puis d'arriver avec presque le final qu'on voit ici, là. On voit que oui, il y a un sketch. Oui. Et ça, c'est un après-midi rapide. Là. J'ai repris le sketch. On se remet derrière le crayon, on réessaye l'autre chose. Et là, tout de suite, quand le sketch est sorti, on me dit, il manquerait quelque chose à ton sketch. On voit pas qu'il est poursuivi, donc on voit qu'il y a une roue là. Donc il a fallu que je refasse un ajout, mais je l'ai fait plus au final. Donc ça a donné ça. Donc l'idée de la butte est restée, mais c'était pas juste dans l'illustration principale de réduire le format de la butte parce que ça n'aurait pas marché non plus au niveau du fond. L'histoire, en fait, c'est une compétition de motocross, donc c'était visiblement les indications que tu as eues, c'était de le mettre en pleine course, ou du moins sur la piste de motocross. Donc si on avait juste réduit le format de la butte, ça aurait donné accès à toutes les estrades, les gens qui regardent la piste, ça aurait fait beaucoup plus de travail, beaucoup plus de détails. C'est même pas le travail, des fois, ça arrête de donner rien au lecteur de le voir, ces estrades-là et tout sur la couverture. D'ailleurs, l'avantage de cette couverture-là, c'est de voir le sujet vraiment, il est central, puis il y a beaucoup d'apports de vide. Parce que le vide, c'est pas rien dans une couverture, c'est super important. Moi je me souviens dans mes cours de graphisme il y a très longtemps, on me disait toujours, si tu es capable de mettre un espace blanc, mais qui soit bien amené, le vide là, c'est important, l'œil va s'accrocher au vide. Utiliser ce blanc-là comme moyen de passer le message. Dans ce cas-ci, le bleu, qui est le ciel, de ne pas mettre trop de détails dedans, juste des nuages un peu fadés, ça faisait en sorte que, le titre rentre bien, deux, le sujet était encore plus visible. Donc, si j'avais mis des estrades, plein de trucs comme ça, ça aurait juste rendu l'image trop pleine. Des fois, c'est là qu'on perd le message. Un peu comme avec le titre qui doit être clair sur l'histoire qu'il raconte sans révéler trop de l'histoire. L'illustration, c'est ça, c'est de cibler avec le plus de cibler le détail qu'on va mettre de l'avant plutôt que justement d'ajouter trop de détails qu'à un moment donné on perde un peu le sens de l'histoire. C'est drôle parce que moi quand je fais des illustrations, pour moi, souvent je remplis ça, là. C'est compact, il y a plein d'informations. Quand je fais de la bande dessinée, j'aime ça en mettre plus, mais quand je fais de la couverture, il faut vraiment que je réfléchisse à l'impact du vide, du titre, du sujet.
pour qu'on sente vraiment, puis que l'œil accroche. C'est la différence entre une illustration à l'intérieur d'un livre puis la couverture. J'imagine aussi qu'il y a une différence selon le genre du livre aussi. Mettons, la collection Garnotte, ça s'adresse spécifiquement aux jeunes de 10 à 14 ans à peu près, les petits garçons qui trippent sur la chasse, la pêche, le VTT, le plein air. Donc, on peut aller avec quelque chose de plus simple. Tandis que si je prends par exemple le roman de Vénusia Verru, qui a un petit peu plus de détails quand même, il y a un petit peu moins d'espace vide, c'est un petit peu plus rempli. Ça, j'en irais plus dans un style plus fantastique, si je pourrais dire, avec un personnage de sorcière. On voulait sentir la magie un peu. On voulait sentir le monde qui se créait derrière, parce que l'autrice, Catherine Lavallée, elle a vraiment une vision de son petit monde qu'elle crée pour ça. Donc, la demande était claire, c'est un monde qui ressemble au nôtre, mais qui n'est pas le nôtre. Il faut le présenter sans trop aller dans les détails. Moi, dans mon cas, j'aurais encore là peu de détails sur l'histoire. Je sais qu'il y a des sorcières, puis que c'est des sorcières positives. Mais tu savais aussi que le commerce de la sorcière allait avoir une forme de botte. Exactement. C'est l'information qu'on donnait, puis avec ça, toi, tu as créé le magasin de bottes. Ça doit quand même être un défi, mine de rien, de savoir que l'auteur, Catherine, elle a pensé à son concept, elle a une image claire en tête, mais vous n'avez pas le lien l'un avec l'autre. Faut qu'elle laisse le contrôle à l'illustrateur, mais elle, en même temps, qu'elle puisse donner assez d'informations. L'avantage que j'ai, moi, c'est pas moi qui va convaincre l'auteur que c'est bonne. C'est vrai. Ça va être l'éditeur. Souvent, comme je te dis, le fait que ça a été filtré, souvent, soit l'éditeur a vraiment une vision à elle ou à lui de ce qu'il veut, puis il va se battre avec, entre guillemets, avec l'auteur pour faire passer son idée pour la vente de son livre. La maison d'édition, elle a une visibilité à elle, elle a une texture à elle, un goût à elle, une odeur à elle. Donc quand on regarde ses livres, il faut qu'il y ait un ensemble qui lui va bien. Tu vas d'une autre maison d'édition, ils ont d'autres styles différents. Donc, l'éditeur fait vraiment le pont, dire ça c'est le type de ma maison d'édition. Fait que ça, il va y aller vers ça, puis il va le défendre vers son auteur. Puis moi, ma job, c'est d'aller avec la vision de l'éditeur, tout en respectant l'imagerie de l'auteur. Tu vas publier bientôt chez nous, encore une fois, une nouvelle série où tu es aussi plus principalement aussi l'auteur. Donc, tu vas avoir 2 chapeaux quand même assez importants. Donc, tu as illustré ton propre livre, ton propre texte. Est-ce que ça a été un défi pour toi ou au contraire, est-ce que tu trouvais ça plus facile au niveau de l'écriture? Je me suis pas tant battu avec l'auteur pour les illustrations. Pour une fois, ce qui est très très rare dans une maison d'édition, j'ai eu une carte blanche, donc on m'a laissé un peu libre de voir ce que je pouvais faire. On m'a donné quelques guides, genre on veut des illustrations complètes, moins complètes. Bon. Mais pour ce qui a été d'illustrer tout ça, je suis parti tout seul de mon côté, puis je me suis mis à illustrer à mesure des idées qui me passaient par la tête, en relisant mon texte moi-même, parce que je faisais des corrections, la réécriture. Donc, de temps en temps, d'un coin, je faisais un sketch, je montrais ça à Makina, qui est impliquée dans le livre d'ailleurs. Je lui montrais, puis elle me disait « Ah oui! » Puis, ça a été facile pour moi d'illustrer ça. Puis, ça a été facile pour moi aussi de l'écrire, ça. OK. C'est l'illustration qui inspirait le texte ou c'est le texte qui inspirait l'illustration? Je vais être honnête, là. Toi, tu as vu le premier jet de tout. On était dans un salon il y a, je pense, l'année passée, je pense. Oui. Salon du livre de Montréal. Oui. Makina avait un livre qu'elle avait fait éditer aux Zélé, qui s'appelle Le Gardien du Dimanche. Puis, j'avais le goût de faire un poster pour ce livre-là. Je me suis mis à griffonner pendant le salon du livre. J'avais déjà un départ pour la collection qu'on va faire. Ouais, bon, on peut le révéler, je pense, en primeur, dans le fond, la série Méchant Nounours, qui va sortir donc du 9 à 12 ans avec des illustrations et tout ça. Le personnage du Méchant Nounours est inspiré
un peu du nounours dans l'histoire de Makina du Gardien du Dimanche. Totalement. En fait, c'est comme si c'était une suite moins logique parce que c'est un autre type de roman. C'était ma façon de faire hommage à son livre, c'est son premier roman, Makina, qu'elle avait envoyé chez un éditeur qui était publié. Donc c'est un hommage à ce roman-là, une continuité aussi de notre vie ensemble. De ramener un projet qu'initialement elle avait fait tout seul, puis d'en créer quelque chose que vous allez bâtir à deux. Là. Oui, effectivement, parce qu'elle est présente tout le long, elle écrit des bouts avec moi, elle revient dans mon texte, elle me conseille. La voix de Nounours, c'est elle, ça restera toujours elle, parce que c'est elle qui l'a créé, ce personnage-là. Même si moi je le porte là, dans l'histoire, puis c'est moi qui le réécris présentement, ben c'est vraiment elle qui a créé le personnage, puis les autres aussi. Puis elle intervient dans le texte autant comme autrice que aussi comme si je me trompe de direction, tout ça. Donc ça va être une collection vraiment où nos talents ensemble respectifs, là, on peut vraiment les faire fleurir là-dedans. Là, c'est vraiment écœurant. Vous êtes vraiment un bon duo dans la vie et dans votre métier. Ouais. Puis vous aimez ça travailler ensemble. Vous faites aussi beaucoup des animations dans les écoles. Oui, vous avez des options pour différents groupes d'âge. Ben, on commence de 0 et on finit au maximum d'âge dans les écoles. On ne va pas jusqu'à l'université. Moi, j'ai fait du livre très jeunesse, là, des tout petits jusqu'à beaucoup plus grands. Donc, ça nous a permis de faire une grosse variété au niveau de nos animations scolaires. On peut rencontrer n'importe qui. On adore faire des animations en duo. Je vous le dis, là, ceux qui ne sont pas venus voir ou qui n'ont pas eu la chance d'avoir une animation avec Makina et moi ensemble en classe là, ou en salon du livre, c'est assez particulier là, parce que Makina, elle est très, très volubile, puis on aime beaucoup se taquiner sur scène. Aussi séparé, on le fait aussi de façon autonome, chacun de notre côté, puis on fait vraiment tous les âges. Puis pour les gens qui voudraient réserver pour des animations au courant de l'année scolaire ou même pendant l'été, on peut vous trouver sur Culture à l'école. Vous avez votre site web aussi, makinaerig.com. Oui, rigemakina.com. Puis ils peuvent nous écrire à rigemakina@gmail.com. Puis on va envoyer le catalogue des animations. Magnifique. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec moi, Pierre. C'est vraiment apprécié. Ben, écoute, si les gens ont des questions dans les commentaires par rapport au métier d'illustration, si vous avez des questions pour Rig spécifiquement, n'hésitez pas à les demander en commentaire, puis on va passer le message. Tu reviendras nous voir sur la chaîne des Ailés, n'est-ce pas? Absolument. Puis s'il y a moyen de venir vous montrer le final de Méchant Nounours, ça va me faire plaisir. On se réserve ça au printemps. D'accord. Merci beaucoup.